Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Opinion. Dominique Chargé, je suis contente de vous recevoir ici. Vous êtes le président de la coopération agricole. Alors la coopération agricole, c'est une grande organisation que les Français connaissent sans doute assez mal et pourtant, ils devraient s'y intéresser un peu. C'est 2200 coopératives agricoles sur tout le territoire français, toutes filières confondues, qui regroupent près des 3/4 des agriculteurs et qui surtout produisent un tiers des marques de l'agroalimentaire français, 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une très grosse organisation composée, et c'est une surprise, de beaucoup de PME, de TPE, c'est ce que vous me disiez avant qu'on commence cette interview. Absolument. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Il y a un sujet important qu'on doit débattre en ce moment, qui est revenu sur le devant de la scène avec la crise du Covid et puis maintenant la guerre en Ukraine qui bouleverse toutes nos chaînes alimentaires, c'est celui de la souveraineté alimentaire. Alors il y a souvent autant de définitions que d'acteurs de ce que c'est que la souveraineté alimentaire. Alors je voudrais qu'on commence par ça. Qu'est-ce que c'est pour vous, pour la coopération agricole, que la souveraineté alimentaire française? Absolument. Il y a d'ailleurs beaucoup de confusion sur le sujet de la souveraineté alimentaire entre ce qu'on pourrait appeler autarcie et autonomie. Souveraineté alimentaire, pour nous la coopération agricole, c'est notre capacité à garder la maîtrise des flux dans notre chaîne d'approvisionnement. Donc ce n'est absolument pas quelque chose qui se traite uniquement à l'échelle locale, ni uniquement à l'échelle nationale, mais ça se traite bien à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. C'est-à-dire que nous devons être en capacité de pouvoir nourrir toutes les populations et de garder la maîtrise sur les flux de ces chaînes d'approvisionnement. C'est ça la souveraineté alimentaire. Ça ne veut pas dire tout faire en France. Ça ne veut pas dire tout faire en France. Ça veut dire simplement être en capacité de garder la maîtrise dans les chaînes d'approvisionnement, ce que finalement la crise Covid et aujourd'hui la guerre en Ukraine ont révélé comme des fragilités parce que nous n'avons pas la maîtrise parfaite de nos chaînes d'approvisionnement et c'est ça qu'il nous faudra corriger. Alors ça, on va y revenir, mais peut-être que pour commencer, ce serait intéressant que vous nous disiez en quoi est-ce que la coopération agricole, toutes ces coopératives agricoles qui sont réparties en France, peuvent être des leviers, des piliers pour la souveraineté alimentaire française, pour maintenir ce qui existe encore, et peut-être on y reviendra pour corriger les défauts de cette souveraineté alimentaire, les faiblesses et les fragilités. Les spécificités du secteur coopératif, c'est justement de faire le lien entre la production agricole et l'alimentation. La coopération, sa particularité, c'est d'être un outil collectif de territoire qui permet de transformer la production des exploitations. Il appartient d'ailleurs, cet outil appartient aux agriculteurs, il permet de transformer, d'orienter éventuellement la production, de la transformer et de la mettre à disposition des consommateurs. Donc nous sommes les acteurs qui permettent de faire ce lien. Et c'est en cela que les coopératives sont la réponse, ou en tout cas une des réponses appropriées au défi de cette souveraineté alimentaire parce que nous sommes en capacité de pouvoir justement orienter la production dans les exploitations des adhérents pour répondre à ce que sont là ou les demandes des différents marchés. Alors selon vous, qu'est-ce que les deux crises que nous avons traversées pour l'une, nous sommes en passe de finir de traverser, et celle dans laquelle nous sommes actuellement, celle de la guerre sur le sol européen, qu'est-ce que ces deux crises ont révélé de la souveraineté alimentaire française et de ses faiblesses, de ses érosions? Vous avez parfaitement raison, les crises ne se succèdent pas, elles s'empilent, elles s'additionnent. Celle de Covid, celle de l'Ukraine, mais elles révèlent exactement les mêmes fragilités, les mêmes vulnérabilités justement de notre chaîne d'approvisionnement et donc de notre souveraineté alimentaire. Nous nous sommes aperçus, ce qui était quelque chose qui était lancinant, qui se met en place depuis plus de 20 ans. Nous avons progressivement perdu notre place d'exportateur, de premier exportateur européen. Pendant ces 20 dernières années, nos importations ont augmenté. Par exemple, aujourd'hui, nous importons 50% des fruits et légumes que nous consommons. Nous importons pratiquement 50% des poulets que nous consommons, d'ailleurs une bonne partie d'Ukraine ou de Pologne. Et donc, nous nous sommes finalement, sur ces 20 dernières années, mis dans une situation de vulnérabilité, de dépendance vis-à-vis de notre approvisionnement. Donc, ce qui est important de faire aujourd'hui, c'est de reconquérir ces parts de marché que nous avons perdues depuis 20 ans, de faire en sorte que la production agricole et l'industrie agroalimentaire française retrouvent leur place, se retrouvent des moyens, se réindustrialisent, se réarment pour faire face à ce défi de la souveraineté alimentaire. Alors, il y a plusieurs angles d'attaque. Le premier angle d'attaque, il est évidemment économique. Quelles sont les conditions économiques à mettre en place pour que l'agriculture française dans son ensemble, la coopération agricole, puisse retrouver des bases économiques saines pour la souveraineté alimentaire? Le premier défi,
c'est celui de notre compétitivité. Notre compétitivité souffre de spécificités que nous nous sommes imposées en France, au regard, ou en face en tout cas, ce que font un certain nombre de nos concurrents ou collègues européens, mais également vis-à-vis du contexte international. La compétitivité sur le plan évidemment des normes sociales, des normes fiscales, des normes environnementales, qui nous ont pénalisés et qui ont finalement disqualifié la France et qui ont créé des handicaps de compétitivité du secteur agricole et agroalimentaire français. Le deuxième levier qui est important également, c'est celui du cadre réglementaire particulier dans lequel nous sommes aujourd'hui en France sur ce que l'on appelle les négociations commerciales. Un cadre très rigide, complètement inapproprié à la volatilité et à la vulnérabilité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et qui nous a fait perdre pratiquement 10 points de marge dans les entreprises agricoles et agroalimentaires et qui ne permet plus de rémunérer correctement la chaîne alimentaire. Là, vous parlez de la LME, absolument, je parle de ce qui a été à l'origine la LME en 2008 et qui finalement, au fil du temps, est devenu un handicap de compétitivité pour les entreprises, dans les négociations commerciales pour les entreprises agricoles et agroalimentaires françaises. Et enfin, je pense qu'il y a un troisième levier qu'il ne faut pas négliger, c'est celui de l'acceptabilité sociétale, justement, de cette nécessité de produire et de transformer notre alimentation. Si on veut pouvoir consommer français, manger français, il faut que nous puissions produire et transformer. Et là, on voit qu'il y a un paradoxe dans la société française, qui est celui évidemment de vouloir consommer des produits locaux, des produits bons, sains, des produits qui sont éventuellement d'ailleurs pas chers, parce que je pense que ça fait aussi partie de la commande, mais de ne pas vouloir, ou en tout cas de ne pas être conscient de la nécessité que ça engendre de produire et de transformer aussi sur le sol français, et donc d'avoir des outils de production, des exploitations agricoles, mais également des outils de transformation de notre production agricole. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de résoudre cette équation, c'est-à-dire cette défiance vis-à-vis de l'agriculture, cette nécessité aussi de garder des normes sévères environnementales, même aussi des normes sociales qui protègent le monde agricole, et la nécessité de produire quand même. Comment est-ce qu'on conjugue la nécessité environnementale, la nécessité sociale et cette nécessité de la souveraineté alimentaire? On ne peut pas se permettre d'abandonner un de ces combats, on ne peut pas se permettre de renoncer à une des transitions. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire tout ça à la fois? Est-ce que c'est possible? Je pense qu'effectivement, le débat se pose exactement de cette façon-là. Souveraineté alimentaire ne doit pas opposer nécessité d'être compétitif, compétitivité de nos métiers, de nos activités agricoles et alimentaires, et nécessité aussi de s'engager dans les transitions, d'ailleurs nous le sommes engagés dans les transitions agroécologiques, à travers deux leviers essentiels qui sont celui évidemment de la décarbonation de nos filières et celui de la biodiversité, donc de l'évolution de nos pratiques, de la diminution de l'utilisation d'intrants chimiques de synthèse au profit de solutions alternatives qu'il nous faut pouvoir développer, dans lesquelles il nous faut pouvoir innover, et nous avons besoin d'énormément d'investissements, de recherche et d'innovation, justement pour conjuguer dans la souveraineté alimentaire compétitivité et transition agroécologique. Et ça, la société doit l'entendre, peut l'entendre. La société doit l'entendre, et je pense qu'il y a une logique aujourd'hui d'ailleurs qui est aussi révélée par le Green Deal à l'échelle européenne et sa déclinaison agricole de Farm to Fork, qui est de dire que la seule solution pour aujourd'hui faire face à ces défis liés à la transition agroécologique et à la décarbonation, en tout cas aux défis climatiques, ne passe que par la décroissance. Et la décroissance est un non-sens puisque nous apercevons justement au fil des crises que nous traversons, Covid, mais également, on n'en a pas parlé, les crises liées aux accidents climatiques. On a vu également que de ces dernières années, on avait des accidents climatiques en répétition, des gels, des sécheresses, et donc nous devons, pour accroître notre capacité à produire, régler tous ces problèmes et ne pas opposer surtout nécessité de produire plus en produisant mieux et en produisant durable, c'est-à-dire en produisant sur les territoires et en incluant tout ce qui est nécessaire au sein des territoires pour pouvoir produire plus et mieux. De l'investissement, de la recherche, Absolument. De la science et de l'innovation. Absolument. Il y a une autre question qui est importante, je pense, dans ce temps où l'inflation est en train de devenir un sujet très préoccupant pour beaucoup de ménages français. Comment est-ce que l'agriculture française peut se donner la mission de nourrir tous les Français, pas seulement les plus fortunés, mais aussi nos concitoyens les plus modestes? Comment est-ce qu'on peut essayer de répondre à toutes ces attentes, tous ces publics, et peut-être qu'on peut parler du chèque alimentaire? Absolument. Notre enjeu, c'est effectivement de pouvoir nourrir toutes les populations françaises,
quel que soit, j'allais dire, leur moment et leur choix de consommation. Répondre à toutes ces envies, tous ces besoins, toutes ces nécessités de consommation. Ne pas privilégier une catégorie de consommateurs au détriment d'une autre. Et c'est donc, à travers ça, de pouvoir offrir une alimentation en quantité, en qualité et en accessibilité à l'ensemble des consommateurs français. Et effectivement, il y a la question des populations les plus démunies qui se pose et auxquelles il nous faut pouvoir répondre. Le rôle des pouvoirs publics, celui de l'État, c'est dans ces conditions-là de faire ce qui est de sa mission, de prélever et de restituer. Et effectivement, en ce qui nous concerne, nous soutenons la logique et la question du chèque alimentaire qui permettra aux populations les plus démunies d'avoir un accès à une alimentation de qualité française et de pouvoir consommer les produits que nous sommes en capacité de mettre à sa disposition. Il y a une dernière question qu'on se pose aussi, c'est quelle est la place de la France dans le monde alimentaire? On sait qu'elle est importante pour les populations du bassin méditerranéen, notamment pour les céréales. Est-ce que ça doit rester un des objectifs de l'agriculture française? On ne peut pas ne pas se soucier, être conscient de cette nécessité de nourrir toutes les populations. J'ai parlé des populations françaises, européennes, mais également mondiales. Nous avons aussi un rôle à jouer dans le fait que l'ensemble des populations doivent avoir un accès à une alimentation de qualité et en quantité. Et on voit bien que cette crise Covid, mais plus exactement la crise en Ukraine, le blocage des flux venant de la mer Noire, d'Ukraine et de Russie, crée de vrais risques, plus que des risques d'ailleurs, parce que c'est pratiquement avéré, de famine dans certains territoires, notamment du versant sud du bassin méditerranéen. Donc nous avons un rôle important, justement aussi en termes d'équilibre et, je veux dire, géopolitique de cette alimentation, de l'alimentation de ces populations. Et la France, qui est un exportateur historique de céréales notamment, doit pouvoir le rester, le renforcer, parce que le risque que nous courons derrière, si nous ne sommes pas en capacité de remplir cette mission, c'est celui d'avoir des flux migratoires, des risques d'instabilité, de crise et de famine et de crise alimentaire dans ces pays-là, et qui peuvent se transformer par des flux migratoires importants vers nos pays. Merci beaucoup Dominique Chargé. On va retenir de cette interview le mantra produire mieux, produire plus et produire durable. Bonne journée à vous. Merci d'être venu ici sur le plateau de l'Opinion.